Ce sont les bêtes noires du monde animal. 4 espèces de mammifères et 5 d'oiseaux ont été reconduites début août sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, les ésodes. Couramment appelé nuisible, ce terme a été abandonné dans la loi en 2017. Hormis ce changement de vocabulaire, peu d'évolutions sont à constater. Un sort bien spécifique leur est toujours réservé, une chasse illimitée toute l'année. Mais que reproche-t-on exactement à la martre des pins ? À la belette, la fouine, le renard roux, la pie bavarde, le jet des chênes, la corneille noire, le corbeau freux et enfin les tourneaux sansonnés. Pourquoi et comment décide-t-on de les classer comme susceptibles d'occasionner des dégâts ? Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe 3 catégories d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. Ici, nous nous intéressons au second groupe, celui qui suscite le plus de débats. Il rassemble les animaux dont le classement ésode peut être demandé par chaque département à l'État. Pour qu'une espèce soit classée ésode, elle doit occasionner des dégâts importants ou risquer d'en occasionner. Le département peut le justifier de 4 manières différentes. Un animal peut occasionner des dégâts en véhiculant des maladies, en s'attaquant à la faune ou à la flore sauvage. Ici, il peut par exemple être reproché aux ésodes de manger le gibier d'élevage relâché par les chasseurs pour le traquer. On pense par exemple aux faisans ou aux perdrix. Les dégâts occasionnés peuvent aussi résulter de dommages aux cultures et animaux d'élevage, ou encore à d'autres types de propriétés. Mais à partir de quand pouvons-nous considérer que des dégâts sont importants ? La jurisprudence du Conseil d'État admet qu'à partir de 10 000 € de préjudice sur 3 ans, une espèce occasionne des dégâts importants. Ce montant de 10 000 € n'est qu'indicatif et un animal peut être classé au regard d'autres considérations. Au final, comment prouve-t-on qu'un animal occasionne d'importants dégâts ? Eh bien, la preuve peut être apportée par la compilation de déclarations de dégâts. On s'explique. Tout à chacun peut déclarer un dommage occasionné par un animal sauvage en remplissant une déclaration de dégâts. Il faut préciser l'objet du préjudice et estimer son coût par sa propre appréciation. Au bout de 3 ans, si le cumul de toutes les déclarations atteint 10 000 €, cela constitue une preuve qu'un animal occasionne d'importants dégâts. Une procédure vivement critiquée pour sa légèreté. Selon l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages, ce qui est avancé dans les déclarations est rarement contrôlé. Les commissions décisionnaires se baseraient donc sur des documents pas toujours fiables pour classer les ésodes. Des appels de la part des fédérations de chasse et parfois des chambres d'agriculture auprès des agriculteurs pour aller remplir à fond ces déclarations de dégâts. Et nous, on a retrouvé comme ça des messages envoyés où on va dire vite, faites des déclarations de dégâts parce qu'on risque de perdre dans le classement le renard, le putois, la belette, le corbeau, la corneille, etc. Et nous, on a fait tout un travail d'aller étudier les déclarations de dégâts. Et il y en a certaines qui sont vraiment hallucinantes, où on retrouve par exemple un renard qui aurait tué une centaine de poules en une nuit, ce qui est impossible. Que se passe-t-il si l'on prouve qu'une espèce occasionne des dégâts importants ou qu'elle risque d'en occasionner ? Dans chaque département, une commission va se réunir pour avoir un débat sur le classement ou non d'une espèce dans la liste des ésodes. À l'issue de ce débat, le préfet qui préside la commission va formuler les demandes de classement au ministère de la Transition écologique. Mais les associations de défense de la nature estiment que ces commissions départementales sont déséquilibrées. Selon elles, il y aurait généralement 1 à 4 représentants des intérêts de la faune sauvage, dont 1 ou 2 scientifiques, face à 8 à 10 structures défendant les intérêts des chasseurs et agriculteurs. Ce type de composition favoriserait donc le classement des animaux dans les ésodes. Les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage, initialement s'appelaient conseils départementaux, ils ont été créés en 86, effectivement avec une majorité de chasseurs aujourd'hui, et ça c'est depuis 2008. Vous avez des commissions départementales qui comptent jusqu'à une trentaine de membres, les chasseurs ne représentent qu'un tiers de la composition de ces commissions. J'ai plutôt le sentiment que parfois des représentants d'associations de protection qui n'arrivent pas à faire valoir leur point de vue dans ces commissions, décident de les boycotter ou de les dénigrer. C'est quand même un peu dommage. Vous vous demandez peut-être si l'état de conservation des espèces est vérifié avant leur classement dans les ésodes, si l'on s'assure qu'elles supporteront une chasse illimitée. Eh bien, pas vraiment, ou du moins pas assez sérieusement. Les scientifiques dénoncent le manque d'études sur l'état des populations avant leur classement. Ils s'inquiètent aussi de l'absence de suivi des espèces après classement.
On ne dispose que de peu d'informations, voire quasiment pas d'informations sur l'état des populations d'espèces qu'on appelle ésodes en France. On agit sans savoir en amont. On ne contrôle pas finalement l'impact des mesures qui sont mises en œuvre sur la démographie d'une population donnée, finalement sur l'impact à l'échelle de l'écosystème. Là, finalement, on avance un petit peu à l'aveuglette, donc c'est un non-sens écologique et scientifique. On suit annuellement les tableaux de chasse, ce qui nous permet de savoir si l'espèce est stable, en diminution ou en augmentation. Donc ces informations-là existent, et je suis d'ailleurs un peu surpris que la SFEPM, dans ses travaux préparatoires, n'ait pas, comme d'autres, sollicité des communications de données, puisque les fédérations des chasseurs, les administrations départementales sont parfois littéralement harcelées de demandes de communication. Donc c'est tout le paradoxe, où d'un côté, vous avez des associations de protection de la nature qui ne produisent pas vraiment de données de terrain, parce que c'est très compliqué à recueillir. Par contre, elles sont très avides de collecter les données du monde de la chasse, tout en essayant de les critiquer. Mais nous, on rétorque que ces données sont souvent les seules données disponibles, qu'elles sont annualisées, qu'elles sont territorialisées, et qu'à partir de là, elles sont valables pour étudier ces décisions de classement. La chasse illimitée peut avoir des conséquences multiples et parfois irréversibles. Une espèce peut disparaître sur un territoire donné, entraînant alors le déséquilibre de l'écosystème qui l'entoure. Le cas, par exemple, du renard, qui est un excellent régulateur des rongeurs. Le renard en consomme une quantité folle, finalement, par jour ou par semaine. Et ces rongeurs-là sont porteurs de tiques, qui, elles, sont véhicules de la maladie de Lyme. Si on supprime le renard parce qu'on l'incrimine pour telle ou telle raison, on revient au système de cascade alimentaire ou de chaîne alimentaire. Les proies vont pulluler, les rongeurs. À l'inverse, pour la Fédération nationale des chasseurs, la régulation des ésodes est essentielle. Il y a des intérêts humains, des activités humaines à protéger, mais même la nature entre elles, on ne peut pas la laisser livrer à elle-même, et que l'intervention de l'homme dans un souci d'équilibre reste nécessaire. Ce qui me gêne un peu dans ce débat actuel sur les ésodes, c'est qu'on a l'impression que les chasseurs et les piégeurs veulent tout éradiquer. C'est pas quelque chose de cruel, puisque les pièges utilisés sont homologués, ils doivent permettre de capturer l'animal vivant de manière à relâcher en cas de prise accidentelle. Ils permettent également, pour des pièges dits des pièges tuants, de mettre à mort l'animal rapidement et sans souffrance. Le ministère de la Transition écologique a été alerté par le monde scientifique en octobre 2022. Un rapport lui a été remis par la Société française pour l'étude et la protection des mammifères. Cette association regroupe des scientifiques, naturalistes et gestionnaires d'espaces naturels. Le document dressait un état des lieux des connaissances sur les ésodes, et ses conclusions démontraient que les animaux classés ne peuvent être considérés comme nuisibles que vis-à-vis des activités humaines. On nous a reçus, on nous a dit merci, c'était très intéressant, merci, au revoir. Et puis l'apport scientifique, donc là pour le coup dénué de tout pathos, de tout émotionnel, l'apport scientifique qui remettait finalement en doute tout le process lié aux espèces ésodes, toute cette connaissance, tout ce discours-là a été quelque part écarté finalement de l'arrêté ministériel pour revenir finalement à une situation initiale. Je note simplement que c'est un travail essentiellement biblio, qu'on n'a pas, à ma connaissance, été interrogé, consulté ou associé. Et ce qui est un peu gênant, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils veulent mettre à plat l'ensemble du dispositif sans forcément proposer un modèle établi, et en imaginant que les espèces entre elles s'autorégulent et que l'intervention de l'homme n'est pas nécessaire, et en rabaissant quelque part l'homme au rang d'un animal parmi d'autres. Donc c'est peut-être en ça que l'approche me paraît critiquable. Pour limiter les dégâts imputés aux ésodes, il existe des dispositifs alternatifs à leur chasse illimitée. Parmi eux, les épouvantails, l'effarouchement sonore ou encore la protection des élevages par l'installation de grillages, clôtures électriques et autres filets de protection. Pour nous, la notion de cohabitation est très très importante, et pour vivre avec les animaux sauvages, pour pouvoir préserver quand même les activités agricoles, c'est la protection. On a eu un axe de campagne là, ces 3 dernières années qui était pour contrebalancer les déclarations de dégâts, qui était d'aller chercher des déclarations de non-dégâts, où on allait leur demander s'ils étaient protégés, s'ils étaient sûrs que c'était le renard, ou que c'était la fouine, ou que c'était le corbeau. Et on s'est rendu compte évidemment
sur les milliers de déclarations de non-dégâts qu'on a eues, que quand l'exploitation est bien protégée, il n'y a pas de dégâts en fait, ou très très peu. Les systèmes d'effarouchement sont également onéreux et ne sont pas du tout efficaces. Les oiseaux, comme les corneilles, si vous mettez des canons à gaz dans les champs, vous allez donc déclencher des détonations à intervalles réguliers, mais au bout d'une journée, les oiseaux se seront habitués et elles ne seront plus d'aucun effet. Le seul élément qui peut venir durablement perturber et assurer donc un minimum une prévention de dégâts, c'est la présence de l'homme. Et donc c'est en ça que les moyens alternatifs, jusqu'à présent, on n'a pas pu vraiment établir qu'ils étaient crédibles pour des raisons de coût et même pour des raisons d'efficacité. Si l'on observe l'arrêté qui établit la liste des ésodes pour les 3 prochaines années, on peut noter quelques déclassements. Par exemple, le renard n'est plus considéré comme une ésode dans l'Yonne. La pie a, elle, été retirée de la liste dans 9 départements. Une autre mesure a été particulièrement bien accueillie par les associations de protection de la nature. Désormais, les préfets peuvent limiter les modes de destruction des ésodes. Ils peuvent donc interdire des pratiques comme le déterrage du renard, dénoncé pour sa cruauté. Autre modification très attendue, le retrait total du putois des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. En 2021, les associations de protection de la nature avaient obtenu du Conseil d'État le retrait du putois du classement des ésodes, une décision motivée par son état de conservation défavorable. Ainsi, il n'est plus chassable toute l'année en quantité illimitée. En revanche, il reste chassable sur la période de chasse de septembre à mars. Ce qui aurait été pour nous une victoire, c'est qu'il soit classé sur la liste des espèces protégées, en fait, parce qu'on sait qu'il n'est pas dans un état de conservation favorable. Donc, on continue à contester quand même le fait que le putois soit sur la liste des espèces chassables. Pour combattre le manque d'avancées et la non prise en compte des recommandations scientifiques, la Ligue de protection des oiseaux et l'Association pour la protection des animaux sauvages vont saisir le Conseil d'État. Le but, faire annuler, au moins partiellement, l'arrêté ministériel actant la nouvelle liste des nuisibles. Leur recours sur la liste en vigueur de 2019 à 2023 avait permis des déclassements dans certaines communes pour plusieurs espèces. Dans ce décryptage, nous aurions aimé recueillir le point de vue du ministère de la Transition écologique et lui demander pourquoi il n'a pas pris en compte le rapport scientifique. Mais malgré plusieurs relances, celui-ci a refusé de répondre à nos demandes d'interview.